Mais ça reste des véhicules le fun qu'on retrouve nulle part ailleurs. T'sais, Ça, c'est sûr. Je suis extrêmement critique aujourd'hui parce que j'ai un historique avec Ford, j'ai un ancien propriétaire de Mustang, je suis un fan de Mustang. C'est pour ça que je te piqué comme ça. Ça reste un des véhicules un des meilleurs véhicules que j'ai conduit cette année, puis c'est un des véhicules que j'ai le plus apprécié conduire, puis ça me replongeait dans le temps que j'avais ma Mustang. Puis c'est dans les seuls véhicules qui sont proches de ma Mustang que j'avais. Les deux véhicules que j'ai conduits qui étaient le plus proches de comment j'avais modifié ma Mustang, c'était la Mach-1 puis la Dark Horse. Ouais. Aujourd'hui au Talk Podcast, on vous parle de notre essai routier de la Ford Mustang Dark Horse. Oui, un modèle que je voulais conduire depuis qu'ils l'ont annoncé. Je suis très curieux. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes impressions. Aussi, vous dire si ça vaut la peine aller avec une Dark Horse au lieu d'une GT Premium, etc. Dark Horse, on en a parlé dans le passé. C'est un peu un package que je pourrais dire pas qu'il fait polémique, mais tu sais que il n'est pas en accord avec tout le monde. On va dire aujourd'hui qu'est-ce que j'en pense aussi. Est-ce que c'est un gimmick, un coup marketing? Est-ce que ça a un badge que du prestige? Qu'est-ce qui se passe avec Shelby, etc. Aujourd'hui, un gros épisode de Mustang. Pour les passionnés de Mustang, puis regardez, c'est sûr, certains, vous voyez devant moi, j'ai plein de notes. J'étais là en profondeur dans ce modèle-là. C'est un modèle qui me tient à cœur. Puis j'aime les Mustangs. Fait que on y va fort, on y va avec le modèle LSF. Oui, alors on avait la Ford Mustang Dark Horse Premium 2024. C'est à partir de 77 545 $, et le modèle qu'on avait à l'essai était de 91 600 $. Ouais, 91 000, je trouve que ça fait un petit peu cher, mais elle avait toutes les bells and whistles, comme on dit en anglais. Elle avait toutes les options. Fait que on est là pour essayer toutes les options aussi, là. Sous le capot, on trouve un V8 5 litres Coyote, moteur similaire à ce qu'on trouve en dessous du GT. Même si c'est un Dark Horse, il n'est pas supercharged, c'est pas le voodoo comme qu'on retrouvait dans le GT350 de la Shelby avec le 5.2 litres. Je vais vous dire les différences qu'il y a entre un moteur 5 litres d'un GT puis d'un Coyote. D'abord, je vais vous dire les chiffres. Le Dark Horse développe 500 chevaux vapeur et 418 livres-pieds de couple. Si on le compare à la fameuse GT, la GT développe 480 chevaux et 415 livres-pieds de couple. Par contre, attention, aujourd'hui, je rentre dans les détails, je vous avertis. Si on a l'exhaust qui est active, qu'on peut ouvrir sur la GT, ça rajoute 6 chevaux vapeur et 3 livres-pieds de couple. Alors, les différences entre les moteurs, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Premièrement, je pourrais vous dire qu'ils ont tous les deux une différente programmation. Ça, c'est clair quand on est dedans. Il n'y a pas une grosse différence, 20 chevaux, mais par contre, dans la Dark Horse, on retrouve un crankshaft qui a été balancé d'une façon unique, des pistons forgés pour être capable de prendre plus l'abus de la haute chaleur à pression. C'est toutes des choses qui ont été modifiées pour la track. Ouais. Pour être l'abus sur la track, parce que la Dark Horse, c'est vraiment une machine pour la track. Fait que c'est ça qu'on retrouve. Ils disent que c'est la Mustang sans avoir un power header, sans avoir de turbo, sans avoir de supercharge. Ils appellent ça NA en anglais, là. Aspiration atmosphérique. C'est le modèle le plus puissant sans avoir un badge Shelby. Ouais. Okay? Puis, on peut avoir une redline de 7500 tours avec la Dark Horse comparativement à la GT qui ça va être 7250. Bon, je vais vous dire mes impressions à moi. 20 chevaux, c'est pas la fin du monde. Puis tout le monde va dire, ouais, c'est correct. Je pourrais vous dire que être dans la GT et la Dark Horse, c'est le jour et la nuit. Ouais. Je vais vous mettre ça dans mes mots à moi. Puis j'en ai déjà parlé dans l'essai de la GT. La GT, on dirait qu'elle est handicapée par un tune qui la rend pas nerveuse. OK? Ouais.
Quand que je suis dans la Dark Horse, je me sens comme si on l'aurait modifié avec un tune d'un tuner. Le véhicule vient extrêmement nerveux, il répond mieux et tout va mieux dedans à comparer de la GT. Est-ce qu'un tune dans la GT pourrait faire la job? D'après moi, regardez, si vous mettez un tune, vous changez le cold air, vous enlevez des trucs d'antipollution, vous allez le chercher facilement, le 20 chevaux vapeur que la Dark Horse a. Par contre, le côté robuste, je pourrais dire, d'avoir tous les pistons forgés, le crankshaft, le ci, le ça, c'est idéal si vous faites de l'abus avec votre véhicule. Ou, une autre chose, si vous prévoyez mettre un supercharge sur votre Dark Horse. D'après moi, la Dark Horse est d'une meilleure plateforme que la GT, est plus robuste, tout est plus... je vais rentrer dans tous les détails, mais je vous le dis, la Dark Horse, elle, est prête pour avoir le supercharge. Non, c'est ça. Puis on le sent vraiment dans l'essai. Je vais parler pour monsieur, madame, tout le monde, en mot de monsieur, madame, tout le monde maintenant. Mais comme tu dis, on sent vraiment l'expérience de conduite est différente dans un puis l'autre, même si sur papier, il n'y a pas une immense différence. Mais les petites choses qui ont changé, c'est vraiment, comme tu dis, jour et la nuit. Là. Mais mon feeling à moi, la GT est comme handicapée pour faire shiner la Dark Horse. Peut-être. Hein? La GT, elle pourrait être mieux tunée que ça. On le sent comme qu'elle est bloquée. Tu sais, au début, je te disais, c'est peut-être à cause de l'antipollution, puis ci, puis ça. Puis quand j'ai conduit la Dark Horse, j'étais comme, je dis, pour moi, ils ont fait exprès, il faut qu'ils vendent leurs 2 produits. Rendu là. Ouais, c'est sûr. Regarde, c'est à ça que ça me faisait penser. Fait que, on continue dans les détails. Côté transmission, ça, c'est très important. Dans la Dark Horse, on retrouve une transmission manuelle 6 vitesses, mais c'est pas la même qu'on retrouve dans la GT. Dans la GT, je vous rappelle que c'est la fameuse Getrag MT82, qui est quand même une transmission qui est fragile quand on l'abuse. Fait que si vous faites de la track, si vous faites du drag, ces choses-là, ça arrive souvent qu'elle brise. Dans la Dark Horse, on retrouve une transition Tremec, c'est la TR3160. C'est une transition qui est faite aux États-Unis, contrairement à la Getrag qui est faite en Chine. C'est une transition qui avait été utilisée dans la Shelby GT350 de 2016 à 2020, ainsi qu'en 2021 dans la Mach 1. Alors, une autre raison pour acheter la Dark Horse, c'est la transmission. Plus robuste, meilleure qualité, les chiffres sont plus fun aussi, tout est mieux. Ouais. Et aussi, si vous voulez modifier votre véhicule ou mettre un supercharge qui va développer environ 810 chevaux, la transmission est prête aussi. La Tremec va être capable d'en prendre plus que la Getrag. La Getrag, quand vous allez monter en chevaux vapeur, j'ai vu gros des gars qui mettaient des supercharges, puis la transition avait plus de difficulté à suivre. Contrairement à la Tremec, puis j'ai vu souvent des gars swapper leur MT82 pour une Tremec, justement à cause qu'ils faisaient du drag, puis justement parce qu'ils avaient mis un supercharge. Autant la Dark Horse que la GT peut avoir une transition automatique 10 vitesses. Fait que ça c'est quand même une surprise. Je pensais que la Dark Horse n'était juste manuel comme les Shelby. Mais je trouve que là, ils ont fait ça versatile pour monsieur tout le monde. Parce qu'il y en a qui aiment ça automatique. Fait que parlant d'automatique, on parle de performance. Si on parle de 0 à 100, je vais vous donner exactement les chiffres 0 à 60 000 à l'heure que Motor Trend ont fait. On peut faire le 0 à 100 en 4,1 secondes, mais par contre, si on opte pour la transition 10 vitesses automatique, on descend le 0 à 60 000 à l'heure à 3,7 secondes. C'est quand même considérable de ce côté-là. Ils disent souvent... Ils disent road drag, c'est fait pour impressionner monsieur tout le monde d'être manuel, mais automatique gagne la course. Okay, c'est un peu ça. Quart de mille pour la Dark Horse, 12,2 secondes. Si on a une GT, c'est 12,5 secondes. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une différence de ce côté-là. Mais je suspecte que c'est plus une question de pneus que de moteur. OK, c'est vraiment rendu. Bon, tenue de route, tout ça, regardez, on avait, c'est sûr certain, la Dark Horse avec toutes les options, le packaging pour la tenue de route, tout ça. C'est un véhicule qui tient extrêmement bien la route. Puis une des raisons pour ça,
c'est qu'on a vraiment des pneus pour tenir la route. On a des pneus. Je vais être franc avec vous, là. Je veux pas être plate. Puis, je vous le dis parce que c'est fait. Faut prévenir monsieur tout le monde. OK? Ouais. Quand on a une Dark Horse normale, ça vient avec des 19 pouces, des 9,5 pouces à l'avant, puis 10 pouces à l'arrière. Mais quand on prend le Handling Package, on tombe avec des 10,5 pouces à l'avant, puis des 11 pouces à l'arrière. De mémoire, c'était comme du 305 à l'avant, puis du 315 à l'arrière. À ce niveau-là, on dirait quasiment qu'on était dans un square stance. Ouais. Mais là, il l'est pas. Là. Non, il l'est pas, mais tu sais, le feeling au début, tu sais, le premier coup que tu t'es accident, on est parti, c'était comme, il est peut-être vraiment, c'est peut-être un square stance, tu sais, pour ceux qui savent conduire ça. Là. Mais, en tout cas, il l'est pas. Explique-moi ton square stance, c'est quoi? Non, mais, tu sais, on pense, écoute... non, qu'est-ce que tu veux dire? On pensait que c'était la même taille de pneus à l'avant qu'à l'arrière, puis c'était vraiment des gros pneus. Ouais, mais tu sais, écoute-moi, c'est parce que là, si tu te mélanges un peu quand qu'est-ce que tu dis, c'est que quand que je te disais ça, c'est parce que la plupart tous les véhicules sont square stance, techniquement. OK? La part du temps, un Mustang, ça ne l'est pas. Quand c'est propulsion avec beaucoup de pouvoir, tu as des pneus plus larges à l'arrière et en avant. Quand tu as un square stance, c'est comme tu peux faire une rotation de pneus. Ouais. Mais le square stance que je te parlais, c'est quand que tu mets aussi large en avant qu'en arrière, mais tu mets ça vraiment large. C'est ça. Parce qu'un autre Mustang normal peut avoir un square stance, mais avec moi, des je pneus pas parle larges. rendu dans des pneus vraiment larges. Ouais. Pas normal. Là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu commences à avoir des pneus d'expérience, là, je dis ça vite fait, là, quand tu commences à avoir du 9,5, 10 pouces à l'avant là, et plus, l'affaire qu'il y a, c'est que c'est très bon pour la track. Ça va vous donner une route exceptionnelle, mais sur la route, si moindrement la route est maganée ou elle était enfoncée par des camions lourds, on tombe pareil comme si on était sur un chemin de fer, mais le véhicule est comme trop large pour entrer sur le chemin de fer. Ouais. J'appelle ça comme ça. Fait que le véhicule va rentrer un peu dans les grooves qu'il appelle, là, comme dans l'asphalte. Sur la route. Puis le véhicule il va avoir tendance à valser ou suivre. Fait que des fois, tu peux perdre un peu. Tu peux pas, ça va donner des coups dans le volant. Ouais. Pour les gens qui sont pas habitués avec des véhicules de performance, c'est pas la faute du véhicule, c'est la faute des routes qui sont à chier. Ouais, c'est ça. Okay? Je fais ça. Mais il y a des gens qui vont penser que c'est le véhicule qui est difficile à conduire ou qui n'est pas agréable à conduire. Mais en fait, c'est juste que le fond de nos asphaltes n'est pas bonne. Ouais. Nous autres, notre rue a été refaite dernièrement, là, puis ça n'a pas grain d'effort. Non, c'est un plaster. C'est pareil comme si tu aurais mis un tapis au-dessus des trous. Là. Fait que, on les ressent déjà. L'asphalte est toute belle, mais on dirait qu'on sent encore les trous en... cet hiver, je suis sûr certain ça va faire des trous tout de suite. C'est sûr. Ça, j'appelle ça un job cheap. Là. Fait que là, on tombe avec des pneus extrêmement larges. C'est sûr et certain que quand on tombe dans des conditions qui pleut, c'est plus facile de faire du aquaplaning. Ouais. C'est quoi en français? Du aquaglissade? Non. C'est aquaplaning, tout le monde dit ça. Fait que ça, c'est plus facile. Mais tu sais, c'est tous des trucs que moi, j'étais extrêmement habitué là-dedans parce que je vous rappelle que j'avais un Mustang qui était modifié comme Roush. Puis mes pneus étaient aussi larges en avant qu'en arrière. Puis là, ils sont encore plus larges que mon Mustang que j'avais. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est qu'on a vraiment des pneus. On a vraiment des P0 avec un compound là, de track. Là. C'est effrayant. C'est presque, je pourrais vous dire, c'est presque des pneus que s'il fait froid, vous ne pouvez pas vraiment sortir. Si il pleut, c'est pas l'idéal. Faut qu'il se réchauffe. Il y a un matin, il faisait 19, je viens de vous dire. Là, ça faisait pas... c'était pas 5 degrés. C'était pas 5 degrés. Les pneus, j'ai sentais qu'ils n'étaient pas réchauffés, qui cognaient un peu. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience là-dedans, il va penser que son auto est brisée, mais c'est les pneus qui se réchauffent. Ouais. Même là, Eve, elle me voyait aller, je faisais des slaloms dans la rue, comme une Formule 1 qui réchauffe ses pneus. Ça, je fais ça pour le show, mais tu sais, ça l'aide. Ça l'aide à réchauffer les pneus. C'est la première fois que je pogne des pneus qui sont avec un compound tellement mou qui gèle à une température en bas de 20 degrés.
La dernière fois qu'on a eu quelque chose de similaire, c'était avec une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, que eux autres aussi avaient du P0, je ne sais même pas quel compound, mais là, il avait fait froid. Ah, là, il faisait froid, là. Ce fois-là, il faisait peut-être 5 degrés au zéro. Le matin, quand je m'ai levé, il y avait vraiment un plat sur les pneus. C'est ça, il y avait comme pas un flat, mais je veux dire un flat spot qu'on appelle en anglais, qui vient vraiment comme si tu aurais entreposé ton véhicule longtemps, puis que le pneu s'est un peu dégonflé. Ça peut faire un flat spot comme ça. Mais là, ça l'a fait pendant la nuit. À cause de la température. Puis là, la sensation, c'est comme si tu roules puis t'as un pneu qui est en carré. Ouais. Ça a pris du temps avant qu'il se reforme. Mais ça, il a fait froid pendant la nuit. Nous autres, il n'a pas fait froid, là. Non. Fait que j'imagine pas en bas de 10 degrés, c'est ce qui se passe avec ces pneus-là. Ah, ça fait des beaux cubes. Le handling package sur la Dark Horse, c'est pas pour les débutants. Puis si vous n'êtes pas un pilote avancé, puis vous ne faites pas de la track, puis vous n'avez pas de l'argent à acheter par les fenêtres, ça vaut pas la peine. Non. Parce que ces pneus-là vont fondre en une fraction de seconde. Regardez, nous, quand on a eu à Dark Horse, elle avait déjà un nouveau set de pneus. Ouais. Puis le véhicule avait même pas 4000 km dessus. Ouais, c'est sûr que les autres testé, ont fait les autres ont fait de l'abus, là. C'est sûr et certain. Tu sais, on fait une parenthèse. Ouais. Tu sais, t'as des pneus de track comme ça, là. Tu sais, c'est comme super compound. Pourquoi tu ferais un show de boucan avec ça? Tu sais, t'as un vieux tailleur, tu fais un show de boucan ou tu fais du drag, t'as un tailleur normal ou un tailleur qui a de la grippe normale. Mais ça, c'est un tailleur de track, pas de drag. Ouais. C'est vraiment faire un show de boucan avec ces tailleurs-là, je trouve vraiment c'est du gaspillage. Ah, c'est scraper les pneus totalement. Puis, tu sais, donner une idée, puis tellement, tu sais, que le compound, puis tout est mou, puis que le véhicule, c'est sûr qu'il a été abusé. Tu sais, c'était comme si on assistait à une scène de crime. Là. Tout est arrivé, puis là, on dit, hey, c'est-tu de la sève qui a coulé sur le véhicule? Puis là, non, on pense que c'est des morceaux de caoutchouc de pneus qui ont comme revolé sur le top du véhicule. C'était des slices, là, vraiment. C'était comme, oh my God. J'ai pas checké. Là, c'est sûr qu'il y en a un dans la gang qui a fait un méga. Je pense qu'il y en a à Toronto qui ont fait des gros shows de boucan. Puis je vous rappelle, là, les manuels GT, ils ont des line lock, puis des ci, puis des ça. Puis, tu sais, il y en a d'entre vous, vous allez dire, ah, les manufacturiers sont riches, puis c'est cool que les gens testent. Tu sais, il a testé, puis il a trop. Tu sais, il a abusé. Oh ouais. C'est une affaire que je vais vous dire que quand tu abuses, il pénalise tout le monde. Puis de ce temps-ci, quand tu brises un véhicule puis rentres au body shop ou peu importe, des fois, le véhicule est parti pendant 2 mois, 3 mois. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est plate à dire, qu'est-ce que je vais vous dire, mais des fois, faire le show puis faire la grosse vidéo avec un gros show de boucan, mais c'est pas professionnel. Non, parce que rendu là, il faut respecter aussi les autres confrères de travail. Puis tout le monde peut avoir le véhicule. En gros, le véhicule, il porte très bien parce qu'on a le MagnaRide dessus. On peut mettre la suspension plus molle, plus rigide. On a quand même un bon pneu. Là. C'est pas trop low profile. Fait que c'est bien de ce côté-là. Par contre, on avait les Recaro optionnels. Puis je suis content qu'ils sont optionnels. Ouais. J'ai vérifié parce que des fois... Chez Ford, dans le passé, quand on avait un modèle sport, des fois, tu n'avais pas le choix d'avoir les Recaro. Bon, là, aujourd'hui, on parle de Recaro. Si vous êtes moindrement actif dans une nouvelle automobile, Recaro, on dit qu'il faisait faillite. Là. On ne rentrera pas dans la faillite de Recaro. J'ai toujours des sièges que j'ai aimés dans plusieurs véhicules, à l'exception de la Mustang, puis de la Focus ST, puis de la Fiesta ST. C'est des sièges qui sont trop étroits. Ouais. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi que peut-être qu'ils n'en vendaient pas tant que ça des sièges Recaro. Parce que monsieur tout le monde, dans les sièges Recaro, il faut que tu sois... Tu sais, je sais que je ne suis pas un petit garçon. Je ne suis pas tout meg. Mais même toi, tu le trouves serré. Non, mais c'est ça, je veux dire. Oui, toi, tu es enceinte. Là. Wow, là, je suis pas très grasse pour être enceinte. Non, mais tu sais, moi, j'étais tight. Moi, j'étais tête dedans. Je mesure 5 pieds 6. Là. Ouais. Puis enceinte, je pèse 150 livres à peu près. Tu sais, j'étais tête. J'ai passé de la Mustang décapotable EcoBoost avec les sièges confort à la Dark Horse une semaine après l'autre.
Je vous dis, les Recaro, je les déteste. Ils sont moins ajustables. On est assis plus haut, c'est ça que j'aime pas ça. L'autre, on est assis plus bas. L'autre, regardez, on a quand même un bon support. Oui, on n'a pas le support du siège Recaro. Vous allez me dire, ouais, c'est un véhicule de track, il faut être du support. À un moment donné, tu conduis tous les jours. Ouais. Tu sais, comme à un moment donné, je me dis, on va faire une longue distance peut-être avec le Dark Horse. C'est comme avec ces sièges-là, c'est vraiment désagréable. Puis tu sais, c'est comme un no-brainer, je pourrais dire. Parce que moi, au début, quand j'étais dans les groupes de Mustang et tout ça, des fois, je regardais les personnes plus âgées qui achetaient des Shelby GT500. Puis j'étais comme, pourquoi tu prends pas les Recaro? Puis là, ils me disaient, personne ne veut des Recaro. Tous les bonhommes n'en voulaient pas. Non, ils voulaient être confortables. Ils voulaient être confortables. Puis il dit, j'ai déjà acheté un Shelby, puis j'avais les Recaro dedans, puis j'étais pas capable de revendre mon Shelby parce qu'il y avait les Recaro dedans. Ouais, les gens veulent des sièges plus confort. C'est des sièges qui paraissent bien. Oui, ils sont pour la track, mais ils sont pas confortables. Il faut que tu sois extrêmement... c'est un siège un peu fait pour des Européens. Oui. Faut que tu sois vraiment petit. Puis en plus, comme je dis, le siège, on peut pas le rabaisser assez comme je voudrais. Fait que j'étais assis plus haut. Puis j'étais comme, aïe, c'est... Le confort entre les deux sièges, je vous dis, c'est pas comme une petite différence. Non, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Puis Recaro, ils sont capables de faire des sièges le plus larges. Ils le font dans le Raptor. Je comprends pas pourquoi dans un GT ou dans un Dark Horse, ils sont pas capables de faire un siège plus large pour tous les jours, mais avec du support. Il y en a du support dans les Raptor. Mais oui. Même dans les Challenger, ces affaires-là, même dans un Charger, c'est un gros siège qui t'enveloppe, mais qui est confortable. Là, ils ont comme trop poussé loin. Puis ça fait que ça enlève beaucoup de confort. Comme tu dis, oui, c'est correct, tu vas faire de la track, tout ça. Qui va acheter ces véhicules-là pour faire que de la track? C'est comme, ils vont le conduire tous les jours. Ils veulent avoir du fun tous les jours à se promener avec. Tu sais, tu veux amener ta femme, whatever. Tu veux pas, l'autre, elle va chialer. Là. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de concessionnaires que, si moindrement ils ont de l'expérience avec les Mustangs, ils doivent même plus commander avec les Recaro. C'est ça que j'avais vu avec le temps. Mais tu sais, ça dépend de qui achète tes produits. Mais moi, je pense qu'avec un prix qui est au-dessus de 90 000 là, pour celui qu'on a full equip, tu sais, il n'y a pas... je pense que la part des gens, plus tu viens vieux, plus tu prends du poids, ton métabolisme change. C'est plate à dire. Ils sont de plus en plus, tu sais, on est plus gros. On n'est pas tout maigre, là. Moi, je m'en souviens, regardez, je vais être franc avec vous, là. Je sais que je suis pas un petit bonhomme, là. Je rentre pas dans une Miata. Je m'accepte comme que je suis. Oui. C'est pour ça que je porte du One Boom. Même quand que je pesais comme 230, 240 livres, qu'on voyait le 6-pack, je rentrais pas dans ces sièges-là. Dans les Mustang, dans les Focus RS, Focus ST, même Fiesta ST, ils étaient trop serrés pour rien. Écoute, si t'es plus que 5 pieds 6, 135, 140 livres, c'est comme tu commences à être vraiment tight d'un banc. Il y en a, là. Ceux qui font des marathons, puis ils font de la bicyclette, là, qui sont comme un piquet. Là. Ils vont rentrer là-dedans. Sûrement, là, mais... Peut-être pour un cure-dent. Rendu là, il y en a qui commentent « Oh, moi, je suis confortable, ça veut dire que je suis un cure-dent. » C'est ça, va broyer. Non, ça dépend de ta morphologie, là. Mais écoute, même moi, je préfère les sièges confort. Je suis vraiment... j'étais à côté ici, là. Vraiment. Ah non, vraiment. Bon, maintenant, si on passe à l'extérieur, il y a des petites différences pour la Dark Horse comparé d'un GT. Le devant est plus agressif. Et aussi, on a comme une partie en dessous des lumières qui vient toute noire, gris toute noire, cheval noir. Mm-hmm. Puis, on a des logos Dark Horse tout alentour. Un sur le côté, un à l'arrière. La part des gens était comme, c'est quoi ça, ce cheval-là? Ouais. Personne n'était au courant que c'est un Dark Horse. Tout le long, t'es comme, j'ai jamais vu ça, un Dark Horse. C'est nouveau. J'étais comme, ouais. Le modèle qu'on avait à l'essai avait une couleur très spécifique qui me rappelait un peu un genre de Mystichrome qu'il avait à sa Cobra. Ouais. Mais version plus mauve que vert. Un Mystichrome, ça tire sur le vert avec du mauve. Là, c'était comme du mauve bleu.
Les gars, je vous le dis, là, en vidéo et en photo, ça ne donne pas justice. Non. Vraiment pas, là. Tu sais, je mets la vidéo, puis au début, j'étais comme, ouais, correct, la Dark Horse. Mais en vrai, ça paraît beaucoup mieux. Là, je sais pas si elle a la même couleur que nous ou elle est juste bleue. Elle a l'air juste bleue. C'est vraiment une couleur spéciale. Des fois, on dirait que ça vient plus mauve. Là, quand on s'approche ou quand il fait soleil, on voit comme du métallique plus gold un peu. Le soir, cuivre. elle paraît comme bleu marin foncé. Ouais, elle change comme de couleur tout dépendant. Là. Ça s'appelle bleu ambré métallique en français. Ouais. On a plusieurs options de roues. Les roues sont noires. On a 4 échappements à l'arrière. On a une grosse aileron à l'arrière qui est fonctionnelle. Ça, c'est une option quand on a vraiment la track pack. Il y a deux ailerons, je pourrais dire. Tu sais, comme là, je vais te montrer une dark. Là, on ne la voit pas, là, parce que je ne l'ai pas mis sur celle-là. Mais quand il y a un groupe d'options que celui-là, il rajoute vraiment beaucoup de trucs. Je pense que c'est l'ensemble de tenue de route. Bon. Tu vois, là, une plus grosse aileron. C'est vraiment une grosse aileron fonctionnelle. Par contre, j'ai remarqué que dans l'aileron, il y a comme vraiment un coin au centre qui est plus comme rentré. Tu sais, pas comme une ligne droite, je pourrais dire, dans le haut de l'aileron. Puis ça n'obstrue pas trop la vision à l'arrière dans le miroir. Très beau modèle. On a quand même un lip assez agressif à l'avant. Fait que, tu sais, quand on prend une entrée, faut le prendre en angle. Ça, mais moi, j'étais déjà habitué. Il y en a d'autres, j'ai entendu. Je l'ai frotté une couple de fois. Moi, je ne l'ai pas frotté une fois là, parce que j'étais habitué avec un méga lip ultra agressif sur mon Mustang. Là, il y a des places que je ne pouvais même pas aller. Je ne pouvais même pas rentrer. Il y avait aussi des graphiques sur le hood. Puis il y a des petites affaires qui marquaient Dark Horse dessus. Ça fait toute partie de ce fameux package-là, l'ensemble décor Dark Horse. Là. Fait que le toit est noir aussi. Les étriers sont peinturés. Bleu notoire avec un logo bleu accrocheur. Comme je te dis, il y a des trucs aussi sur le capot. C'est toutes des patentes que je pourrais dire, si vous ne l'avez pas, c'est pas la fin du monde. Hein. Non, c'est ça. On va en parler un petit peu plus à la fin que le prix, mais je l'avais montré. Fait que celle-là, cette couleur-là, n'est pas. On venait juste de checker là, parce qu'on essaie de trouver comment ça se dit en français. Elle n'est pas disponible sur la Dark Horse, pas premium. Ouais, c'est juste une couleur pour la premium. Donner un petit peu aussi plus de détails sur la suspension. On a des choses un petit peu plus différentes sur la Dark Horse à comparer d'une GT. On a des strut tower brace différents qui ont été designés par Ford Performance. Le K-brace aussi est là pour améliorer le châssis, la rigidité du châssis. Regardez tous ces termes-là, je ne sais pas comment ça se dit en français. Là. Puis c'est toujours des termes que j'ai utilisés. Ça vient avec un différentiel torsion à l'arrière, un limited slip differential, etc. Fait que, c'est sûr et certain, on a toute la gomme, je pourrais dire, côté tenue de route. Là. Surtout quand vous optez pour le groupe de tenue de route de ce côté-là. Fait un beau modèle en général. C'est sûr qu'il pousse gros le brand Dark Horse. Là. Je trouve que c'est un petit peu à la sauce Hellcat, là, sans avoir le winding puis le supercharge qui vient avec, puis le 700 HP. Est-ce que les gens vont reconnaître ce véhicule-là comme un véhicule qui tient la route, qui la traque? Ça, on va le voir avec le temps. Ouais. D'après moi, regardez, juste parler vite fait de branding, là, puis je vais vous donner mon avis à la fin, si ça vaut à peine, non? Les vieux n'ont aucune idée c'est quoi un Dark Horse. Les jeunes savent c'est quoi. Je pourrais dire l'équipe de chez Ford ont bien misé sur une nouvelle génération de jeunes pour faire c'est comme un branding qui accroche avec les jeunes. Ouais, qui est un peu gimmick, capter une nouvelle génération qui... Ouais, mais l'affaire qu'il y a, c'est comme cette génération-là, ils n'ont pas d'argent pour s'acheter une Dark Horse. Non, mais ils vont en avoir. Peut-être. Je sais pas. C'est comme, est-ce que les jeunes vont influencer les vieux? Est-ce que il y a des jeunes qui ont plein d'argent aux États-Unis qui ont de l'argent pour ça? C'est comme... Comment je veux dire? On dirait que la clientèle plus vieille actuelle de Mustang n'est pas nécessairement super intéressée à ce modèle-là. Ils sont pas trop au courant. Moi, à mon avis, là, qui est old school, là,
On dirait que la Mach 1 n'a pas tant pogné que ça, mais les vieux aimaient ça, mais elle n'a pas pogné tant que ça. La Shelby GT350, elle se faisait beaucoup respecter, mais comme je vous dis, je pense que la Shelby GT350, le partnership avec Shelby il est fini. Là. On dirait. C'est pour ça qu'ils font des Dark Horse. Moi, j'aurais été Ford, j'aurais été dans l'équipe qui développe la Dark Horse. Là. J'aurais dit à l'équipe de marketing, là, continuez à regarder tes jeux vidéo. Là. Nous autres, on va revenir avec la Boss 302. Ouais. Moi, j'étais chez Ford quand on avait la Boss 302. La Boss 302 avait déjà la réputation d'être une Mustang pour la track. C'était dans le temps, c'était comme t'achetais ça au lieu d'acheter une BMW M3. C'était plus cheap, c'était plus fiable, c'était plus facile à modifier, c'était plus facile à réparer. Il y a plein de gars qui tapent des produits BMW qui faisaient de la track qui s'en allaient avec la Boss 302. La Boss 302, dans le temps, avait déjà une réputation. Là, on la ramène. Là, déjà, l'héritage était là. L'héritage du dernier modèle, la dernière génération, avait fait comme sa preuve sur la track. Pourquoi pas ramener? En plus, la 302, là, il y avait une édition Laguna Seca, tout ça. Il y avait un exhaust pour la mettre straight pipe. Oui. On pouvait enlever des ailettes que là, tu venais avec des exhausts sur ses côtés, puis deux factory, fait que tu enlèves les morceaux. Là. Tu veux mettre ton char straight pipe. Moi, j'aimais beaucoup ça. Ouais, c'est sûr. Non, mais moi, j'aurais même mieux une Boss 302 que... Repartir de zéro avec un Dark Horse, branding. gimmick un peu enfant. Mais tu sais, tu vois que ça pogne avec les jeunes. 25 ans et moins. Ouais. T'sais, 25 ans et moins, font-tu de la track? Ils ont-tu l'argent pour s'acheter ça? Est-ce qu'ils ont un permis de conduire? Ils sont-tu capables de chauffer manuel? Aussi. C'est un petit peu ça, tu sais. Ça tombe tout dans l'affaire que quand j'étais jeune, j'étais comme « Ah, les sièges récarreaux, c'est beau, c'est beau. Pourquoi les vieux, ils achètent des affaires? » Tu sais, je comprenais pas ça, tu sais. Mais là, tu comprends maintenant que t'es plus vieux. C'est ça, tu sais. En vieillissant, tu viens plus wise, là, tu sais. Ah ouais. Côté intérieur, regardez... je trouve que c'était quand même... On avait le thème Dark Horse. Là, là on a l'intérieur bleu. Je sais pas si il vient juste bleu l'intérieur. C'est cool à l'intérieur. On rentrera pas dans les détails de l'écran. On l'a déjà fait dans la Ford GT. Là. Vous avez différents modes là, que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez ajuster votre suspension. Vous pouvez ajuster le bruit d'échappement, votre steering. Vous pouvez avoir un launch control, vous pouvez avoir un mode drift, vous pouvez avoir aussi un line lock pour réchauffer vos pneus ou faire un show de boucan. Côté style, c'est comme on avait une espèce de fibre de carbone qui n'a pas l'air d'un vrai fibre de carbone, qui était quand même sharp, je pourrais dire. Il y a beaucoup de teintes de bleu pour l'intérieur. Tu sais, comme tantôt, là, pas ça. On va passer à l'intérieur. L'intérieur? C'est ça. Fait que là, c'est juste bleu. Ouais. Tu sais, comme, je sais pas si ça matche bien avec tout. Tu sais, la couleur qu'on avait, nous autres, était... Comment je pourrais dire? Ça matchait bien parce qu'à l'extérieur, c'était comme bleu. Ouais. C'est comme bleu, mauve, il y a plein de tons bleus. Tu sais, je sais pas si tu peux avoir une couleur comme noir, ça fit bien, tu sais. Faut que t'aimes ça. Là. Faut que t'aimes ça. Puis tu sais, qu'est-ce que regarde, tu vois, quand t'as des sièges normaux, là, confort que j'appelle. Là. C'est beau aussi, là. C'est beau, le siège est design. bleu et noir, tout ça. T'as quand même un support, ça fait la job. Regardez, c'est sûr que quand on met un Recaro, ça fait un siège de course avec une place que tu peux mettre des harnais. C'est une option à 2000 $ de plus. On le voit même quand je change les bancs, quand le siège est plus haut. Il ne se baisse pas assez, à mon avis, à moi. Ouais. Regardez, c'est quelque chose. Oui, c'est des plus beaux sièges à l'œil, mais je vous dis pour le prix, puis la revente, tout ça. Puis si moindrement, si vous aimez faire des road trips avec votre véhicule, ça vaut vraiment pas la peine. Non. Puis même moi, regardez, j'ai fait l'erreur moi-même quand j'avais mon Mustang. J'avais des sièges confort avec chauffant tout le kit. Puis à un moment donné, j'ai eu une commandite pour avoir des sièges de course. Puis j'avais mis les sièges de course dedans. Puis c'était beau quand je prenais des photos, tout le kit. C'était horrible à conduire tous les jours. Route, c'était comme... Il était super dur à ajuster. Ouais. Il était fort pour la track. Mais tu sais, c'est plate à dire combien de fois vous faites la track. Tu sais, il faut regarder le pourcentage de temps. Si vous êtes tout le temps à track, OK, go les Recaro. Mais si
Si aller à la track, c'est 1% de votre conduite de votre auto, ça vaut pas la peine. Non, vraiment pas. Il faut garder ça en tête. Un détail, je veux dire, le shifter est super beau. Comme en métal, brossé. Mais quand le soleil plombe dessus pendant des heures de temps... Il vient un peu chaud. Bien chaud en gris. Il vient un peu chaud. Puis... c'est comme... j'ai tiré un peu mes changements de vitesse à un moment donné parce que c'était très chaud, là. Puis Jules est encore brûlé avec le chargeur de cellulaire qui a fait chauffer sa clip de téléphone en métal. Encore une fois. Ça le fait pas dans d'autres marques, hein, vraiment? C'est comme dans les Ford. C'est juste ce chargeur-là qui est dans le Mustang ou dans le Ranger. Ouais. L'écran va super bien. On a un super système de son, subwoofer dans la valise. La caméra de recul est vraiment grosse dans l'écran. Tu sais, la même semaine, on avait un Subaru Forester, puis genre la Mustang c'était 100 fois mieux, puis c'était un autosport. Là, c'est sûr qu'elle vaut 91 000. Côté valise, c'est toujours la même grosseur de valise pour la Mustang, ça n'a pas changé. Il faut prendre en compte, par exemple, que quand on a le subwoofer dans la valise, ça prend un petit peu plus de place. Fait que peut-être que votre sac de golf ne rentrera pas ou va rentrer en angle. Oh, peut-être. C'est sans farce, non. c'est vrai qu'est-ce que je dis. Ah oui. Côté consommation d'essence, c'est du 14 litres au 100 km, comme qu'annonce ici, là, sur la feuille de vitre. La feuille de vitre, tout ça. Je pourrais dire de ce côté-là. Bon, est-ce que ça vaut la peine pour 91 000 $? Si vous voulez vous gâter, puis l'argent n'est pas un problème, go for it. Tout équipé comme ça, avec les super tires. Les tires, vous pouvez changer ces choses-là. Mais par contre, si vous êtes un petit peu plus comme moi, je pensais que c'était comme 77 000, tu sais. Je dirais que la Dark Horse a fait de l'allure, là. De base, là, sans rajouter trop d'équipement, là. Elle n'est pas trop à 77 000, là, c'est un beau modèle. Les pneus, vous pouvez toujours les changer pour des meilleurs pneus. Il n'y a pas, oui, le groupe d'options Handling rajoute une coupe de choses, mais c'est pas tellement nécessaire. Je pense que une là, à 77 000 là, avec les sièges confort, transmission manuelle, c'est le véhicule idéal pour recevoir un supercharge. Ouais. Si vous voulez faire un project car puis faites comme je m'achète-tu une GT ou je m'achète vraiment un Dark Horse. Mais un Dark Horse de base, je pense que ça vaut plus la peine qu'un GT Premium avec le Handling Pack, tout le kit. Ouais. Le moteur va être plus capable de prendre. Vous avez déjà une bonne suspension, déjà des gros pneus dessus. Vous avez déjà des plus gros freins, tout ça. Je trouve que c'est vraiment le véhicule idéal pour mettre le fameux Whipple 3 litres qui vendent de chez Ford Performance. Ou juste avoir un véhicule qui est un petit peu plus spécial qu'une GT, là, je trouve que ça vaut la peine. Tu sais, il est plus solide, puis il faut garder en tête, des fois on dit de base, trop de base, c'est pas bon, mais l'affaire qu'il y a, c'est que la Dark Horse, de base, n'est pas tout nu, là. Non, ça a de l'allure. Elle fait en masse moi, la job. je vais te faire 91 000, je trouve ça cher pour un Mustang qui n'est pas supercharged ou qui n'est pas un Shelby. Est-ce que c'est une machine qui est supérieure à la Shelby GT350 qu'on avait auparavant? Regarde, je pense que la Dark Horse a des meilleurs pneus, petites affaires-là. Mais je pense que la Shelby GT350 offrait quelque chose de plus unique avec le Voodoo sur le capot. Ouais. Le badge Shelby, le son du Voodoo, il y a la même transition que dans celle-là. C'est plate à dire, je vais être un petit peu nostalgique, là, mais moi, je préfère une Shelby GT350 à la Dark Horse. À Dark Horse. Même si j'ai passé moins de temps derrière le volant de la Shelby GT350, là, je pense que j'aime mieux l'héritage Shelby, le badge Shelby, le GT350, le moteur Voodoo. Même si le moteur Voodoo, je pourrais dire, il a ses défauts, il prend de l'huile, il y a eu des recalls, tout le kit pour les gens qui faisaient de la track. C'est sûr que lui, je pense qu'il est plus propice à avoir de l'abus, là. Surtout si vous faites vraiment de la track avec ou vous mettez un supercharge dessus. Lui, il est plus adapté à ça. Tandis que le Shelby, lui, c'est plus le genre, tu le laisses tranquille, tu y touches pas. Il va garder un peu plus sa valeur. Est-ce que Dark Horse va devenir une légende avec le temps ou c'est une gimmick marketing? C'est le temps qui va le dire. Pour l'instant, je trouve que c'est plus gimmick marketing. Puis c'est un petit peu plate que
on n'a pas une Shelby. T'sais, c'est comme avant, on avait vraiment un gap entre la GT puis la GT 350 puis la GT 500. Ouais. Là, je trouve que le gap n'est pas assez présent. Il n'est pas assez grand pour je trouve que personnellement, ils ont handicapé la GT pour faire shiner la Dark Horse. Moi, je trouve que la Dark Horse devrait avoir au moins 550 chevaux, un intake spécial, quelque chose qui rend le moteur plus spécial. Parce que je vous garantis, là, j'ai même pas vérifié, là, juste d'expérience avec les Mustangs. Là. On met un tune, on met un intake plus gros, whatever, on peut aller chercher facilement le plaisir de conduire, puis les chevaux vapeur qu'on retrouve dans Dark Horse. Peut-être pas la robustesse des pistons, etc. Mais côté horsepower, je pense qu'on peut facilement aller chercher mais c'est même pas 20 horsepower avec l'exhaust actif. Là. Mais tu sais, t'as vraiment... Ce que t'as dit tantôt, t'as vraiment dit qu'est-ce que c'est. On a l'impression que au lieu de juste faire un produit vraiment supérieur, ils ont un peu handicapé l'autre. Puis lui, ils l'ont laissé, au lieu de juste pousser l'autre au maximum, puis pousser celui-là au maximum. Je le sens dans la pédale. Ouais. La façon, quand je pèse sa pédale, la façon qu'il répond. Si vraiment vous avez déjà chippé votre véhicule ou tuné avec un custom tune, là, ou mettre une programmation avec un programmeur, puis là, vous sentez que votre pédale vient plus nerveuse. Celle dans le GT était comme, j'appelle ça vraiment comme borderline était slug. Il y a comme un terme en anglais, il dit comme un slug, comme, comment je peux dire, je dis patine, là, mais c'est comme vraiment, il y a comme un lag. C'est comme, ça répond pas tout de suite. Dans Dark Horse, ça répond tout de suite, mais c'est juste une question de programmation. Là, au début, je vous dis, si vous allez voir l'épisode de la GT, puis on l'a fait 2 fois, la GT, dans le deuxième épisode, je dis, d'après moi, ils ont fait ça, passer les émissions, puis tout ça, c'est les seuls avec un V8, puis blablabla. Non. Mais avec la vue d'ensemble, puis après avoir essayé la Dark Horse, c'est comme, ils n'ont pas le choix de créer un gap entre les deux pour que les gens se tournent puis achètent la Dark Horse s'ils veulent plus. Mais au lieu de juste faire un produit vraiment plus supérieur, puis tout, c'est vraiment... Ils ont dimé l'autre pour que lui shine plus. Mais tu sais, habituellement, quand tu changes ta façon un peu que ça répond même, c'est parce que souvent, tu as un intake différent ou même ton intake, mettons ton intake d'entrée d'air puis ton intake manifold a été changé, tout ça. Il n'y a rien qui a été changé de ça. J'ai lu tous les détails. Là. J'ai sorti une super bonne article là, qui vient vraiment de God Mustang. Là. Ça vient de chez CG Pony Parts. Là. C'est des gars de Mustang. Il n'y a rien de ça. Non. Tandis que, tu sais, dans le temps, quand on avait une Mustang 302 Boss, on avait un intake Boss dessus. Tu sais, il changeait carrément l'intake dessus. Puis plus tard, quand tu modifiais tes Mustangs, tu vas acheter cet intake-là pour avoir cet intake-là. Puis il y a gros des gars qui renaissent cet intake-là, même avec un twin turbo, toute la kit. Là, je rentre deep, là, mais je viens de dire, il y avait des affaires dans le même. Ouais. Puis je trouve que même là, en revenant dans le temps, Mustang Boss 302 était plus spécial qu'une Dark Horse. Ouais, mais tu sais, nous, on a connu ça. C'était comme une icône. Là. Prends la nouvelle génération qui arrive, tu sais, pour eux, c'est comme, c'est cool. Mais, ils s'adaptent comme aux prochaines générations. C'est ça qu'ils font. Je vous le dis, là, une Dark Horse, c'est une Mach 1 déguisée. Ouais. La Mach 1 était aussi bonne que ce véhicule-là. C'est juste qu'elle n'a pas la gimmick Dark Horse dessus. C'est ça. Puis on dirait qu'elle n'a pas eu le côté marketing puis le push que le Dark Horse a eu. Mais la Mach 1, c'était la même affaire. Le même style de tower, le même style de lip en avant, le même style de performance, le même style... les pneus étaient autant agressifs, un petit peu moins agressifs que le track pack sur la Dark Horse, mais tu sais, c'est comme... C'est un petit peu gimmick. Ouais. Puis j'aimerais ça que... Mustang revienne un peu à leur origine qu'il y avait auparavant. Puis tant qu'à avoir le divorce avec Shelby qui n'est pas officiel, ben, va plonger dans qu'est-ce que tu as. Pas nécessaire de ramener à Mach 1 ou peut-être la Bullet, mais je pense que Boss 302, ça aurait bien passé. Ouais. Mais bon, il doit y avoir des gens qui sont jeunes au marketing, puis que... Mais ça reste des véhicules le fun qu'on retrouve nulle part ailleurs.
Ça, c'est sûr. J'étais extrêmement critique aujourd'hui parce que j'ai un historique avec Ford, je suis un ancien propriétaire de Mustang, je suis un fan de Mustang. C'est pour ça que je te piqué comme ça. Ça reste un des véhicules c'est un des meilleurs véhicules que j'ai conduit cette année, puis c'est un des véhicules que j'ai le plus apprécié conduire, puis ça me replongeait dans le temps que j'avais ma Mustang. Puis c'est dans les seuls véhicules qui sont proches de ma Mustang que j'avais. Les deux véhicules que j'ai conduits qui étaient le plus proches de comment j'avais modifié ma Mustang, c'était la Mach-1 puis la Dark Horse. Ouais. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Dark Horse. Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que vous êtes un peu comme moi? Vous êtes nostalgique? Vous aimeriez peut-être un vieux truc héritage comme la Boss 302 puis un petit peu plus de chevaux vapeur pour faire un petit peu un écart entre la GT et la Dark Horse? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Si vous voulez avoir accès aux épisodes à l'avance, allez visiter notre zone VIP. Il y a aussi des épisodes exclusifs qui apparaîtront jamais sur la chaîne régulière. Et on se retrouve dans un prochain podcast.